George Smith Rutherford. Né le 3 octobre 1978, George Alan Smith IV avait 26 ans lorsqu'il a disparu, alors qu'il était sur un navire de croisière à l'été 2005 pendant sa lune de miel. Le 25 juin 2005, George a épousé Jennifer Hagel, âgée de 25 ans lors d'un mariage en bord de falaise à Newport, Rhode Island, que sa sœur Brie a décrit comme une cérémonie de conte de fées. George devait reprendre l'entreprise de magasin de spiritueux de son père à son retour aux États-Unis. Sa nouvelle épouse, Jennifer, venait de terminer un master en éducation à l'université Roger Williams à Rhode Island et allait commencer un nouveau travail d'enseignante pour des enfants de 3e année après l'été. 4 jours plus tard, le 29 juin, le couple a embarqué sur le navire de croisière Royal Caribbean, le MS Brilliance of the Seas, prêt pour leur lune de miel de 2 semaines qui les emmènerait autour des pays méditerranéens, y compris l'Italie, la Grèce et la Turquie. Le couple a embarqué depuis Barcelone en Espagne. Plusieurs jours après le début de la croisière, le couple s'est fait de nouveaux amis, la plupart d'entre eux étant d'autres couples, mais un individu en particulier était un jeune homme de 20 ans nommé Josh Askin, qui participait au voyage avec sa famille. Josh a rencontré Jennifer et George alors que le groupe visitait Florence en Italie. Cependant, la nuit du 5 juillet, les choses ont pris un tournant sur le paquebot. La vidéosurveillance a montré Jennifer et George entrant dans le casino du 3e étage vers minuit. Auparavant, le couple avait passé la journée en Grèce et avait dîné ensemble, portant un toast à leur futur commun. Les images de vidéosurveillance de George sont les dernières images de lui. Alors qu'il était au casino, George a bu de l'absinthe qui aurait été introduite clandestinement à bord, car elle n'était pas disponible sur le navire avec Josh Askin et 3 jeunes hommes russo-américains qu'il avait également rencontrés. Pendant ce temps, Jennifer se rapprochait prétendument de l'un des membres de l'équipage. Le duo flirtait d'avant en arrière, ce qui a contrarié George, et lui et sa femme ont eu une dispute qui a abouti à Jennifer donnant un coup de pied à son nouveau mari dans l'entrejambe avant de sortir en tempête. C'était, selon les rapports, vers 2h30 du matin. Selon Josh, les hommes ont fait la fête tard dans la nuit. Et lorsqu'ils ont décidé de finalement retourner dans leur cabine, ils ont réalisé que George pouvait à peine marcher, alors ils l'ont accompagné jusqu'à sa chambre. Cependant, George a réalisé que sa femme n'était pas là, alors ils sont tous allés chercher Jennifer ensemble. N'ayant pas réussi à la localiser, le groupe d'hommes a de nouveau ramené George dans sa chambre. Selon l'histoire de Josh, il est allé aux toilettes et quand il est revenu, les autres hommes avaient enlevé les chaussures de George et l'avaient mis au lit juste après 4 heures du matin. À partir de là, les 4 hommes ont prétendu qu'ils étaient restés un court moment dans la chambre, puis sont retournés dans leur propre cabine, où ils ont commandé une grande quantité de nourriture, tellement de nourriture qu'ils ont pris des photos de celle-ci, et d'eux-mêmes avec leur repas. Cependant, selon un adjoint du shérif de police californien nommé Cletus Hyman, qui séjournait à côté de George, ce n'était pas le cas. Il a appelé pour se plaindre du niveau de bruit dans la chambre de George, et a affirmé que ce n'était pas la première fois qu'il le faisait. Hyman a regardé par son Judas et a vu 3 hommes sortir de la chambre de George pour aller de l'autre côté de la pièce. La femme de George, il a entendu George faire évacuer la pièce plus tôt. On ne sait pas exactement qui Hyman a vu quitter la pièce. Peu de temps après cela, il a entendu un, je cite, « bruit sourd horrifique ». Cela ressemblait à quelqu'un qui était tombé sur le balcon et que le bruit avait provoqué des vibrations dans sa chambre. C'était vers 4h30 du matin. À peu près à ce moment-là, Jennifer a été retrouvée évanouie dans le couloir du navire par certains membres de l'équipage, et elle a très peu de souvenirs de ce qui s'est passé, après avoir quitté le casino. Le lendemain matin, à 7h30, les passagers de la croisière ont remarqué une énorme tache de sang sur l'une des auvents du navire et ont alerté les membres de l'équipage. Jennifer a supposé que son mari dormait ailleurs et est partie pour un rendez-vous qu'elle avait pris pour eux deux au spa à bord. Elle a été alertée plus tard par l'équipage du navire et il a été réalisé que George avait dû tomber par-dessus bord quelque part entre la Grèce et la Turquie. Au début de l'enquête sur la disparition de George Smith IV, le capitaine a balayé l'incident comme un accident, mais de nombreux détectives en ligne, ainsi que la famille de George, ne sont pas si sûrs. De petites traces de sang ont été trouvées dans la cabine de George, et les enquêteurs chargés de l'affaire l'ont traité comme un homicide. Le 29 juillet, le Federal Bureau of Investigation a annoncé son implication dans l'affaire. L'histoire étrange a été largement couverte par des médias tels que Geraldo Rivera, 48 heures, et Dateline National Broadcasting Company.
qui a suggéré que c'était un vol qui a mal tourné. L'affaire a même inspiré son propre téléfilm intitulé Lune de miel mortelle. En 2012, le New York Post a rapporté que l'affaire avait été confiée à la division de la mafia du Federal Bureau of Investigation. On ne sait pas pourquoi. En 2012, Mike Jones, l'avocat de la famille Smith, a accumulé des documents provenant de la compagnie de croisière qui ont soulevé des doutes sur les comptes rendus donnés par les 4 hommes. En 2012, Mike Jones, qui a accompagné George à sa cabine la nuit de sa disparition. Selon eux, ils ont commandé une quantité massive de nourriture. Mais la cabine n'a aucun enregistrement de cette supposée commande de service en chambre. Josh Askin, le Californien de 20 ans qui s'était lié d'amitié avec George lors de la croisière, a échoué à un test polygraphique du Federal Bureau of Investigation et lorsqu'il a été interrogé par l'avocat de la famille Smith, il a invoqué son droit au 5e amendement. L'un des tests polygraphiques des cousins Rosenberg avec le Federal Bureau of Investigation est revenu comme non concluant. Les résultats des 2 autres hommes sont inconnus. Cependant, l'avocat de Josh, Keith Greer, maintient que son client était avec les autres hommes dans la cabine à travers le navire lorsque George a disparu et que Josh avait réussi un polygraphe qui avait été administré plus tôt dans l'enquête. Nous devons également nous rappeler que les tests de polygraphe sont notoirement peu fiables. Il prétend également que le Federal Bureau of Investigation est en possession des photos qui montraient les hommes avec leur nourriture aux premières heures du 5 juillet, que les horodatages sur ces images prouvent que les hommes étaient dans leur cabine lorsque George a disparu. 7 ans après l'incident, Mike Jones, l'avocat de la famille Smith, a appris l'existence d'une cassette vidéo réalisée par certains des hommes juste quelques heures après la disparition. Les 3 hommes russo-américains sont vus et entendus en train de faire des blagues insensibles sur la mort de George, disant, je cite, « Nous avons donné à ce type une leçon de parapente. » Sans parachute, avec Gregory Rosenberg qui ajoute à la fin, je cite, « Je vous avais dit que j'étais un gangster. » La famille a appris l'existence de la cassette en 2012, mais le Federal Bureau of Investigation était au courant depuis 2005. Ajoutant encore plus de carburant au feu, les 3 hommes américains russes et leurs familles auraient été expulsés de la croisière seulement 3 jours après la disparition lorsqu'une femme de 20 ans s'est manifestée et a affirmé qu'elle avait été violée par Kaufman et les cousins Rosenberg. Josh Askin aurait été présent pendant une partie de cela et l'agression aurait été filmée sur la caméra de Rusty Kaufman. Jennifer, après avoir été interrogée par les autorités turques, a choisi de ne pas rester sur la croisière et est plutôt rentrée chez elle en avion. Elle a été fortement critiquée par la famille Smith pour son comportement après la disparition de George, y compris lorsqu'elle a accepté 1,1 million de dollars de dédommagement de la part de la compagnie de croisière et a déclaré publiquement qu'elle croyait que George était mort dans l'accident. Résultant de son niveau d'intoxication. En 2009, elle s'est remariée et a 2 enfants. Cependant, un article du Daily Mail de 2015 note qu'elle a depuis changé de conviction et croit maintenant que George a été assassiné. Malgré toutes les activités suspectes, le Federal Bureau of Investigation a abandonné son enquête criminelle sur l'affaire en 2015. Le corps de George n'a jamais été retrouvé et le Federal Bureau of Investigation n'a pas pu le découvrir. Et aucune accusation n'a jamais été portée dans son cas. Lee Yingley. En février 2017, Lee Yingley, 36 ans souvent appelé Angie, a embarqué sur le Mediterranean Shipping Company Cruises Mediterranean Shipping Company Magnifica pour une croisière méditerranéenne de 10 jours avec son mari, Daniel Belling, et leurs 2 enfants âgés de 4 et 6 ans. La famille est partie le 9 février, mais lorsque le navire est revenu en Italie le 9 février, seuls 3 des 4 membres de la famille ont quitté le Mediterranean Shipping Company Magnifica. Daniel et les 2 enfants s'apprêtaient à prendre un vol pour rentrer chez eux à Dublin Island lorsque les autorités italiennes ont approché la famille et ont placé le consultant en informatique de 46 ans en garde à vue. Les enfants ont été récupérés par leurs grands-parents paternels qui vivaient en Allemagne. L'équipage du navire a réalisé qu'une personne manquait à l'appel grâce aux mesures de sécurité à bord. Il a été détecté qu'une personne de moins avait franchi le tourniquet du navire en partant. Et l'équipage a réussi à réduire cela à la famille de Daniel et Angie avant d'alerter les autorités. Daniel a immédiatement été traité comme le suspect numéro 1. Il avait gardé secret la disparition de sa femme. Il n'avait pas donné l'alerte ni même semblé préoccupé par le fait qu'elle avait simplement disparu du navire.
Il a également donné des informations contradictoires à la police. Daniel a dit aux autorités qu'il avait vu Angie pour la dernière fois après que le navire se soit arrêté au port grec. Elle serait apparemment restée à bord pendant qu'il emmenait les enfants en excursion et quand ils sont revenus, elle avait disparu. Il a expliqué que sa femme était très malheureuse et prête à quitter la croisière et qu'elle disparaissait souvent pendant les vacances en famille. Il a supposé qu'elle se cachait quelque part et qu'il se retrouverait en Italie, ou peut-être qu'elle était partie pour de bon cette fois et avait fait demi-tour. Lorsqu'elle n'est pas apparue en Italie, il a supposé qu'Angie avait échappé à leur mariage et était retournée dans sa Chine natale, affirmant qu'elle avait menacé de faire cela plusieurs fois auparavant. Angie a été vue pour la dernière fois par les membres de l'équipage le 2e jour de la croisière, le 10 février, où une interaction étrange du couple a été observée par les employés de la boutique de cadeaux. Selon les rapports, Daniel a fait irruption dans le magasin, sortant une paire de baskets de son sac à dos et disant à sa femme, je cite, « Mets celle-ci à la place de tes sandales et tais-toi ». Les témoins ont affirmé qu'Angie semblait secouée après cette interaction, et aucun membre de l'équipage ne l'a revue. Elle était absente aux heures des repas. Les enfants et Daniel ont mangé seuls, et Daniel aurait dit à la femme de ménage qu'il n'avait pas besoin de préparer le lit d'appoint, car il n'y avait maintenant que 3 personnes qui dormaient dans la pièce, et qu'il partagerait le lit principal. Il y a cependant des rapports contradictoires concernant les possessions d'Angie. Plusieurs articles prétendaient que son téléphone, son passeport et sa valise manquaient, tandis que la plupart affirmaient qu'Angie les avait laissés derrière elle. Daniel avait apparemment emballé ses affaires et prévoyait de les ramener avec lui à Dublin. On ne sait pas comment ou pourquoi Angie aurait quitté sans ses possessions, en particulier son téléphone et son passeport, puisqu'elle était dans un pays étranger. Contredisant sa déclaration précédente, Daniel a prétendu qu'Angie était descendue du navire en Grèce pour rencontrer des gens pour affaires, la communauté chinoise qui y résidait. Angie était une organisatrice de mariage avec sa propre entreprise nommée Le Mariage de Cendrillon, qu'elle a créée en 2015. L'entreprise visait les mariés et les mariés asiatiques et offrait la location de robes et la conception d'albums photos de mariage, parmi de nombreuses autres choses. Une autre déclaration contradictoire a été faite par les enfants, qui ont dit que leur père leur a demandé de rester dans la cabine une nuit pendant que Daniel et Angie sortaient, mais leur mère n'est jamais revenue. La mère d'Angie a révélé que son père les avait abandonnés. Elle n'a pas été informée de la disparition de sa fille par Daniel ou les enquêteurs. Elle l'a découvert grâce à un ami, qui savait lire et parler anglais, et qui a trouvé et traduit l'article pour elle. Après avoir appris que Angie était portée disparue, sa mère a confirmé qu'elle n'était pas rentrée en Chine. Elle a également déclaré dans une déposition sous serment que sa fille et le mari de celle-ci se disputaient fréquemment et avaient un mariage tumultueux. Après une dispute particulièrement violente, provoquée par Daniel qui a emmené les enfants en Allemagne, pendant quelques jours sans rien dire, Angie aurait fini avec des ecchymoses sur les poignets. Elle a donc expulsé son mari de leur maison, ne le laissant entrer le lendemain que pour prendre le petit déjeuner, emmener les enfants à l'école et travailler depuis la maison. Malgré cela, la mère d'Angie nie penser que Daniel est impliqué dans la disparition de sa fille, affirmant qu'elle avait une bonne relation avec son gendre et qu'il est, je cite, une très bonne personne. Elle lui a aussi rendu visite en prison en Italie. Elle a cependant ajouté qu'elle ne croyait pas que sa fille abandonnerait ses enfants ou se suiciderait. La mère d'Angie a eu des nouvelles de sa fille pour la dernière fois le 7 février 2017, quelques jours seulement avant la croisière. Les employés du navire de croisière ont également noté qu'un des enfants des Belling a été trouvé errant seul sur le navire et pleurant le soir du 15 février. On ignore si cela a un lien avec l'affaire. Certains articles sur la famille prétendent qu'ils avaient des difficultés financières et se demandent comment la famille a pu se permettre de partir en croisière en premier lieu. Puis le 8 avril 2017, les enquêteurs pensaient enfin avoir résolu l'affaire lorsque 2 hommes travaillant sur leur bateau dans la ville de Rimini sur la côte adriatique ont trouvé une valise bleu foncé flottant dans l'eau. Elle a heurté leur navire, alors ils l'ont sortie de l'eau et ont remarqué son poids considérable. Quand ils l'ont ouvert, ils ont trouvé le corps d'une Asiatique, une femme asiatique enveloppée dans des sacs poubelles noirs. Lorsque les autorités sont arrivées, elles ont immédiatement soupçonné que le corps appartenait à Lee Yingley, 36 ans porté disparu. Cependant, il y avait quelques éléments qui ne semblaient pas concorder. Premièrement, si la valise avait été jetée par-dessus bord, elle aurait dû parcourir 750 miles en mer, et elle ne montrait tout simplement pas ce genre d'usure. Deuxièmement, des témoins ont noté que la famille Belling portait des valises d'assortie et multicolores.
Il ne possédait pas de valise bleu foncé. Un jour plus tard, les autorités ont vraiment commencé à avoir des doutes lorsqu'elles ont réalisé que la femme dans la valise avait les cheveux plus longs, était beaucoup plus mince et même un peu plus grande qu'Angie. L'autopsie a confirmé par des tests acide désoxyribonucléique que le corps n'était pas celui de Lee Yingley, mais d'une femme non identifiée qui était morte de faim. Le corps de la femme ne présentait aucun signe de violence. Les forces de l'ordre et l'autopsie ont confirmé qu'elle était entrée vivante dans la valise, enveloppée dans des sacs poubelles. On estime que la valise a été dans l'eau pendant environ 10 jours. Un an plus tard, en avril 2018, Daniel Belling a été libéré de la prison italienne où il avait passé 1 an. Lors de l'audience, son avocat a déclaré aux tribunaux qu'en 2013, Angie avait dit à un responsable de Tulsa, l'agence irlandaise pour les enfants et la famille, qu'elle en avait assez de la vie à Dublin et qu'elle voulait retourner en Chine. La série Crime Call d'Irlande a consacré un épisode à l'affaire, en mars 2017, où ils ont discuté de l'idée que le corps d'Angie avait été jeté dans sa propre valise. Si la valise a été jetée par-dessus bord, il est probable qu'elle ait été échouée en Égypte ou en Libye. En 2019, il a été rapporté que Daniel Belling était confronté à 7 accusations en vertu de la loi sur le vol et la fraude, en relation avec la fraude hypothécaire, entre autres choses. À partir de l'été 2020, Daniel est maintenant accusé d'avoir tué sa femme et de l'avoir détruite. L'affaire est toujours en cours. Et voilà les faits. Partagez vos théories et spéculations dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Si vous avez encore faim de contenu sur les crimes réels, vous pouvez consulter le podcast Cold Case Detective en suivant le lien ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Restez alerte, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.